Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de continuer avec vous cette investigation sur le non-choix qui a été donc transmis à Ra par la voix lors de leur rencontre à Ibiza en 87. Allez, c'est parti! Dans les deux vidéos précédentes que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, on avait vu 6 arguments essentiels, selon moi, pour comprendre le non-choix. Il y en a forcément d'autres. Mais ces 6-là, ils sont déjà assez costauds. Donc le premier argument, c'est notre corps est avant tout du vide qui se déplace à très grande vitesse et qui est sans cesse traversé de neutrinos, ces petites particules d'information. Deuxième argument, le non-choix est là dès la conception. Contrairement à ce que le développement personnel nous a fait croire jusqu'ici, on ne choisit pas de venir ou de ne pas venir. Troisième argument, notre cristal de personnalité ne connaît pas les cristaux du design qui forment notre corps. Il n'y a aucune connexion entre eux, il n'a donc aucune autorité sur eux. Quatrième argument, sous la surface de nos matrices, il y a les couleurs, les tons et les bases, autant d'éléments auxquels nous n'avons pas accès. Et gardons en mémoire que c'est au niveau des couleurs que se situe la motivation. Tout ce que nous faisons trouve sa motivation dans les couleurs de notre matrice, sachant que chaque ligne de chaque porte activée dans notre matrice a sa couleur. Donc ça fait de nombreuses motivations. Bien sûr, il y a une motivation principale dans notre matrice. Cinquième argument, tout ce que nous pensons, disons, faisons est initié dans notre système biologique une demi-seconde avant que nous en soyons conscients. Celui-ci, ça reste pour moi le plus parlant, d'autant qu'il a été confirmé par la science et c'est le plus facile à essayer d'observer, je trouve, dans notre quotidien. Et sixième argument, les transits, qu'ils soient personnels ou collectifs, forment le programme, la trame de fond auquel on ne peut pas échapper. Voilà où nous en étions dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo, on va essayer d'ouvrir un peu l'horizon. Où nous conduit ce non-choix? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Ra disait que le non-choix est la porte d'entrée à l'abandon. Personnellement, j'aime beaucoup ce mot, l'abandon. Et Ra, il parlait d'un abandon qui n'est ni intellectuel ni philosophique. Il parlait de réaliser en fait qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est tel que c'est. La vie, elle se déroule telle qu'elle se déroule. Et c'est cette compréhension, elle vient en fait de la mécanique. En étudiant, en comprenant la mécanique, ça devient clair et évident, il n'y a nulle part où aller. La mécanique, elle n'offre aucune porte de sortie. La seule chose qui nous reste quand on en arrive là, c'est de nous abandonner à la forme, de nous abandonner à notre matrice. Alors comment on fait en fait? Si tant est qu'il y a quelque chose à faire, forcément, hein. C'est toujours pareil dans le DH, hein, stratégie, autorité, c'est le début du chemin. Ensuite vient le PHS et puis ensuite, il y a l'émergence du passager qui est enfin conscient d'être un passager et qui a sa vision unique et qui devient intéressant parce que ce qu'il a à dire est unique. C'est ça, le chemin qui est proposé par Ra. Après bien sûr, chacun suit sa fractale. De mon côté, c'est effectivement le chemin, que ma matrice suit jusqu'à présent et je pense que nous sommes nombreux à expérimenter le fait que quand on commence à se déconditionner, quel que soit notre type, le corps fonctionne tout seul et on est forcé de le suivre. On est un peu derrière. Je pense que c'est ça que Ra, voulait dire quand il disait s'abandonner à la forme. C'est c'est sa vie à la forme. On est là en observateur de cette vie. C'est tout. C'est tout et c'est beaucoup. Et c'est cette réalité que l'on vit de façon consciente quand on se déconditionne. Petit à petit, on va s'abandonner à la forme, à notre matrice. Et c'est vraiment un beau spectacle, hein.
Autre point important, que je trouve important d'aborder, c'est que le mental peut nous faire croire que le non-choix, c'est synonyme de nihilisme. Il va nous sortir des «à quoi bon» tout le temps. Mais c'est quoi cette question en fait? À quoi bon quoi au final? À quoi bon si le mental ne contrôle pas notre vie? C'est ça la question? Il n'y a pas plus mental comme question en réalité. Et en fait, qu'on le conscientise ou qu'on ne le conscientise pas, notre mental ne contrôle pas notre vie. Il nous le fait croire, mais c'est pas lui qui est aux commandes, c'est la vie. Pour tout le monde. Le nihilisme, ça vient vraiment du mental. Et j'aimerais beaucoup que vous qui regardez cette vidéo, compreniez vraiment ce point qui est crucial pour moi en fait. Le mental nous raconte des histoires à longueur de journée, mais on n'est pas obligé d'y croire. Ce ne sont que des histoires. Et l'histoire selon laquelle si je, autrement dit le mental, si le mental ne contrôle pas ma vie, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, cette histoire, c'est juste du blabla mental. Auquel on croit, je suis bien d'accord. Mais plus on suit sa stratégie et son autorité intérieure, plus on se donne une chance de se décoller de cette histoire, de se donner de l'espace pour voir qu'il ne s'agit que d'une histoire, qui n'est pas vraie. C'est grâce à notre stratégie et à notre autorité intérieure que le basculement va pouvoir se faire. On va passer de je contrôle ma vie et je m'épuise à tenter de contrôler l'incontrôlable à je profite du spectacle et j'ai hâte de voir ce qui vient après. Le nihilisme n'a pas sa place là-dedans. La compréhension du non-choix nous mène à la joie de vivre des expériences et du coup, de les vivre pleinement sans parti pris pour ce que le mental qualifierait de bon ou de mauvais, d'agréable ou de désagréable. Le non-choix, il est au-delà de l'agréable et du désagréable. Il nous permet de savourer l'expérience en entier. Ce n'est pas facile à comprendre, je sais bien, ça fait des nœuds au cerveau. Il y a vraiment cette sensation parfois un peu douloureuse au niveau du cerveau, en tout cas pour moi. Mais comme disait Ra, si c'était facile à comprendre, tout le monde le comprendrait. Et l'illusion serait de fait caduque, quelque part. Ce serait ballot parce que nous vivons dans le monde de la Maya où tout a l'apparence du choix. C'est fait exprès, c'est l'expérience qui est proposée dans notre dimension. Mais ce n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de choix. Donc, si tu me connais déjà, tu sais que je travaille avec Jennifer qui est devenue mon amie. Jennifer, elle est projecteur mental. Le projecteur mental a un processus de prise de décision très particulier puisqu'on dit qu'il n'a pas d'autorité intérieure. En fait, il a bien une autorité intérieure, mais elle est indirecte. Le projecteur mental, il a besoin d'exprimer les choses à quelqu'un qui va faire caisse de résonance. Et c'est grâce à cette caisse de résonance qu'il va prendre conscience de sa décision. Pourquoi je dis sa décision? Parce qu'en fait, ça a été une vraie expérience pour moi d'assister au processus de prise de décision de Jennifer. À un moment donné, elle m'a dit cette phrase que je trouve vraiment géniale. Une décision a été prise. Une décision a été prise. Au début, son processus de décision, de prise de décision nous semblait vraiment compliqué. Mais en fait, c'est grâce à lui qu'on a compris que ce n'est pas nous qui prenions les décisions, mais qu'en réalité, à un moment donné, une décision est prise et nous en sommes simplement informés. C'était vraiment frappant. C'est frappant pour le projecteur mental qui suit sa stratégie et son autorité, évidemment, mais en réalité, c'est vrai pour tous les types. Une décision a été prise et nous en sommes informés, quel que soit le chemin. Donc le mental, il peut continuer à se poser mille et une questions, mais en fait, à un moment donné, une décision a été prise. Sans nous, sans le mental. Je dis nous parce que on s'identifie, le mental, nous, c'est un peu pareil pour nous. C'est pas tout à fait la réalité, mais c'est comme ça qu'on vit les choses. Donc, ce que je veux dire par là, que c'est le mental, c'est vraiment l'habillage. Il habille notre vie. Il commente tout avec un léger différé.
Le mental, c'est juste un commentateur. La vie que nous vivons, c'est celle du corps. C'est celle de la matrice à laquelle nous sommes rattachés. C'est difficile de comprendre que chacun de nos choix a déjà été fait avant qu'on en soit informé. Cette demi-seconde entre la prise de décision réelle et notre mental qui en est informé, elle est vraiment, vraiment difficile à capter, même mentalement, si j'ose dire. Je sais que c'est difficile pour moi aussi. On est dans le même bateau. La seule chose qu'on peut faire, c'est observer et confronter tous ces éléments qu'on a vus à notre expérimentation du design humain. Et je pense vraiment qu'il faut s'engager dans l'expérience du design humain et du déconditionnement pour pouvoir comprendre le non-choix, pour le voir et au final pour le vivre. Pour moi, c'est un savoir qui n'est pas accessible aux personnes qui n'expérimentent pas leur design dans leur corps, dans leur chair. Il faut en faire l'expérience pour le comprendre. Sans l'expérience, les gens restent au niveau mental et le non-choix, ben, c'est l'antithèse du mental, justement. Et à part le déconditionnement, je ne vois pas comment faire cette expérience. La vraie compréhension pour moi, elle vient de l'expérience du déconditionnement au jour le jour. C'est vraiment petit bout par petit bout, en regardant, en observant. Quand le déconditionnement s'appuie sur la compréhension du non-choix, là, c'est vraiment puissant. Ça change rien, car on ne contrôle toujours rien. Faut bien comprendre ça, en fait. Ça change rien. On ne contrôle toujours rien. Mais en vrai, ça change tout. Je ne peux parler que de mon expérience, de là où j'en suis aujourd'hui vis-à-vis de cette compréhension du non-choix. Mais j'ai remarqué que depuis que le non-choix fait partie de mon décor de vie, je me sens beaucoup, beaucoup plus détendue. Il y a une première détente, bien sûr, qui se fait quand on commence à suivre sa stratégie et son autorité intérieure et qu'on libère le mental de la prise de décision. Là, il y a une première détente qui se fait, c'est vrai, on commence à lâcher prise. Mais le non-choix, il nous offre une détente encore plus profonde parce qu'en fait, on commence à comprendre que nous ne sommes pas en charge. Nous ne sommes pas en charge. Ça me rappelle le texte d'Issa Padovani qui s'intitule Se déposer au creux, non, se déposer dans les bras du vivant. Vous le trouverez sur son site parce qu'il ne souhaite pas qu'on le partage en dehors des liens qu'il propose vers les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas trouvé le moyen de le partager ici. Mais c'est tout à fait ce sentiment-là. On peut enfin se déposer au creux du vivant. Ça ne repose pas sur nous. Ça ne repose pas sur notre mental et sur notre capacité à prendre les bonnes décisions. La vie s'écoule à travers nous, à travers notre matrice. Nous sommes simplement là pour savourer le voyage, car il y a un voyage. Faut pas écouter le mental qui nous dit que si on ne contrôle pas, il ne va rien se passer. Si, si, il y a un voyage. Tu vas faire un voyage, ne t'inquiète pas. La vie se charge de tout. Tu peux te détendre, vraiment. La vie se charge de tout. Outre cette détente, ce véritable lâcher-prise intérieur, le non-choix nous offre un autre cadeau tout aussi puissant. Quand je regarde en arrière, je dois dire que les regrets, les «Ah, j'aurais dû faire ceci ou cela» s'estompent petit à petit, car je sais que ce n'était pas moi en fait. Ce n'étaient pas mes décisions. C'était juste ma fractale avec les expériences qui étaient sur cette fractale. C'est tout. Du coup, il n'y a rien à regretter. Ce n'était pas moi aux commandes. C'était ce que je devais vivre. Il n'y a pas de regrets, pas de remords, juste une vie et des expériences vécues. Ça nous amène à porter un nouveau regard sur notre vie, sur tout ce qu'on a vécu et surtout sur les expériences douloureuses, en fait. On les regarde autrement. On regarde tout autrement. Et personnellement, quand encore aujourd'hui, je me prends la tête sur quelque chose, j'arrive plus rapidement à me lâcher la grappe. Vient assez rapidement l'idée que je ne suis pas en charge, ce n'est pas ma vie, mais celle de ma matrice, ça ne dépend pas de moi. J'attends, j'observe et je laisse la vie faire. C'est plus calme à l'intérieur de moi. Le poulet sans tête qui court partout disparaît petit à petit, hein. Bon, je n'en suis qu'au début, donc j'imagine que la détente et le lâcher prise intérieur vont être plus profonds encore, car il y a encore des crispations à l'intérieur de moi et puis c'est bien normal, hein. Autre avantage,
On ne peut plus rater sa vie parce que ça n'a plus de sens. Notre vie, elle sera réussie quoi qu'il arrive parce que l'expérience de vie, on l'a fait. On est né, on vit, on fait l'expérience de la vie. Tout est là. C'est ça qu'on est venu faire. L'expérience de la vie dans cette dimension avec une matrice spécifique qui a des options spécifiques. La peur de rater sa vie n'a vraiment plus aucun sens, même si, bien sûr, le mental espère encore au fond réussir sa vie. Ça me fait sourire maintenant quand je me rappelle à quel point je voulais être utile, aider à l'évolution. C'était vraiment mon obsession, mon obsession de vie. En fait, on contribue tous, mais vraiment tous, à l'évolution. Vraiment, on peut se calmer là-dessus, être relax là-dessus, de se détendre sur ce point. On y contribue tous. On fait tous partie de l'évolution. Et c'est très frappant quand on étudie les croix d'incarnation. Chacun a sa place et chacun est utile à l'évolution. Plus on comprend le non-choix, plus on comprend que chacun a sa place, est à sa place, plus on gagne en tolérance. Je deviens de plus en plus tolérante vis-à-vis des autres. Dans un premier temps, ça s'est fait vis-à-vis de mes proches ou vis-à-vis des personnes qui m'ont blessée dans le passé. Maintenant, je vais me dire plus facilement, ah donc ça faisait partie de ma fractale. Et pour moi, ça a aussi un autre effet que je trouve plus drôle, c'est que je m'autorise beaucoup plus à me lâcher, à dire les choses telles que j'ai envie de les dire. En tout cas, c'est mon ressenti, hein, bien sûr, parce que no choice aussi dans le dire, donc c'est assez drôle. Je sais que tout le monde ne comprend pas, mais il y a chez moi l'idée que toutes les émotions sont sympas à vivre quand on les vit avec l'observateur à l'intérieur. On peut se laisser traverser par l'émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la déception, toutes les émotions. Les vivre pleinement, sans chercher à les fuir, c'est vraiment une expérience nouvelle à vivre. Parce que souvent, on voulait s'en débarrasser avant. Maintenant, on va essayer. On observe et là, ça devient sympa à vivre. Et dans mon cas, j'ai perdu mon chien il y a quelques mois. 15 ans d'amour fou avec un chien, c'est vraiment une expérience unique. C'est dire s'il me manque aujourd'hui. Et quand les larmes viennent, c'est vraiment d'une pureté et d'une douceur vraiment extrême. Parce que je laisse faire, je le vis vraiment pleinement. Toutes les émotions sont intéressantes à vivre quand il y a l'observateur à l'intérieur. Parce que ça devient un vrai spectacle. Il y a les émotions et il y a aussi le silence. J'observe que je suis de plus en plus silencieuse depuis quelque temps. Ça vient bien sûr du fait que je suis de plus en plus ma stratégie et mon autorité intérieure, mais le non-choix m'aide encore plus à ne pas me lancer dans des discussions ou des batailles qui ne sont pas les miennes. Bien sûr, c'est mon sacral qui gère tout ça, mais je l'observe, je le vois. Il y a une vraie prise de hauteur. Si on comprend que personne n'a le choix de faire ce qu'il fait, on lâche quand même plus facilement. Et souvent, je m'aperçois que dans de nombreuses situations, il y a zéro réponse sacrale. Niet. Le mental blablate, mais le sacral, lui, ne moufte pas. C'est pas son sujet, en fait. C'est assez drôle à observer. C'est un gain d'énergie énorme et beaucoup de joie à ne plus s'éparpiller. D'ailleurs, cette histoire de comprendre que personne n'a le choix de faire ce qu'il fait, ça me rappelle une très courte vidéo d'Alexandra Davinel. J'adore Alexandra Davinel. Je pense que elle a, pour nombreuses d'entre vous, elle a aussi été une héroïne de votre adolescence. Adolescence, oui. Et dans cette vidéo, elle parle du non-choix à sa façon. Elle dit, on dit souvent, ah, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ci. Et elle répond, mais si vous aviez été à sa place, vous auriez fait la même chose. Et j'adore cette vidéo. J'adore ce qui paraît simple et qui ne l'est pas parce qu'en fait, c'est d'une grande profondeur ce qu'elle dit. C'est le non-choix absolu. Parce que si on avait été à sa place, ça veut dire qu'on aurait été lui, qu'on aurait été cette personne sur sa fractale à elle. Donc, on aurait fait la même chose. Et moi, je vois ça aussi d'un point de vue de géométrie dans l'espace. De façon très pragmatique, personne ne peut être à la place de personne, physiquement parlant. Si on regarde les choses d'un point de vue géométrique, je suis debout ici
et personne ne peut être debout ici à la même place. C'est physiquement impossible. Aucune autre matrice ne reçoit les neutrinos comme je suis en train de les recevoir en ce moment. Donc, si tu étais à ma place ici à cet instant précis, tu serais moi à cette place avec cette matrice, ces cristaux de design et de personnalité, ce monopôle magnétique, et tu ferais donc ce que je suis en train de faire. Nous occupons tous, à chaque instant, une place bien précise dans l'espace que personne d'autre que nous n'occupe. En termes d'information, nous recevons tous des informations de manière unique et ces informations, elles sont traitées de manière unique à travers nos matrices qui sont uniques. Je trouve qu'on peut vraiment ajouter la géométrie dans l'espace à la mécanique qui est décrite par le design. D'un point de vue personnel, le non-choix signe pour moi la fin de ma quête spirituelle. Donc c'est vraiment très, très puissant pour moi. C'est la réponse que je cherchais depuis le début et j'aurai, 54 ans à la fin de l'année. Donc il était temps. Mais en réalité, si j'observe, si je regarde mon passé, Rinpoché, qui a été mon maître bouddhiste pendant 9 années au moins, il aurait pu m'apporter cette réponse il y a plus de 25 ans déjà. Et je trouve cette anecdote très intéressante, car elle montre combien le non-choix fait peur. Et moi aussi, j'ai peur en faisant ces vidéos. J'ai peur que vous compreniez tout de travers. Mais en fait, no choice. Ce n'est pas moi qui suis aux commandes, c'est la vie. Nos monopoles magnétiques, nos fractales, la vie, quoi. Et donc, pour revenir à Rinpoche, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait commencé à nous expliquer le karma, la samsara, mais d'une manière un peu plus profonde que d'habitude. On arrivait à l'idée qu'il y avait quelque chose de plus fort que nous qui était à l'œuvre, hein, qu'on ne pouvait pas donc contrôler avec notre mental ou quoi que ce soit. J'étais vraiment accrochée à ses lèvres, super concentrée. Vous savez, comme on suit quelqu'un parce qu'il va dire quelque chose d'important, prête à entendre sa version du non-choix, même si je connaissais pas le non-choix à l'époque, mais une sorte de destinée, de ligne tracée. Et puis tout d'un coup, il a dit cette phrase qui a tout fait tomber par terre comme un château de cartes qui s'écroule. Il a dit, mais si vous vous goinfrez de chocolat, ne dites pas, c'est mon karma, c'est mon karma. Je ne sais pas si vous comprenez le truc en fait. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette anecdote pour qu'on comprenne bien ensemble ce que ça veut dire le non-choix. Il n'y a rien dans notre vie qui est en dehors du non-choix. Se goinfrer ou ne pas se goinfrer, de chocolat en l'occurrence, ça fait partie du non-choix. Se goinfrer de chocolat est une expérience. Ne jamais se goinfrer de chocolat est aussi une expérience. Je sais que le mental voudrait trouver des petites choses sur lesquelles il pourrait garder le contrôle, comme se goinfrer de chocolat. Mais il n'y en a pas en fait. Car le but de la vie, ce n'est pas de choisir quoi que ce soit, c'est de faire une expérience bien particulière. L'acteur d'une pièce de théâtre n'est pas tout le temps en train de réécrire son texte. Il suit sa partition et il fait une expérience qui est unique. La vie, elle est bien plus intelligente que nous. On peut vraiment lui faire confiance. La vie qu'elle nous propose à travers notre matrice est une expérience unique et passionnante. Moi, ma matrice, elle est essentiellement mutative et collective. Donc, j'imagine que jusqu'à la fin de ma vie, il va être question de transformation et de partage. Et j'adore ça. Ça me plaît. Et d'ailleurs, le non-choix continue sa mutation en moi. Ça vient petit à petit, mais ça vient. Je ne suis pas en charge. Ce n'est pas ma vie. C'est celle de mon corps. Je suis une simple spectatrice. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus rien se passer dans ma vie. Au contraire. Ça veut dire que je vais savourer ma vie, le spectacle de cette vie, de plus en plus, que la lutte commence à cesser petit à petit. Bien sûr que mon mental souhaite toujours vivre des choses agréables, alors ça, voire très agréables, mais une partie de moi commence à se glisser dans le siège du passager conscient. Je dis que ça vient car par moments, je vois qu'à un certain niveau de mon être, une expérience est appréciée pour ce qu'elle est. Si le mental a des préférences et souhaite plutôt vivre des expériences agréables, la conscience, elle, n'a aucune préférence. Elle vit une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise du point de vue de mon mental. C'est vraiment le mental qui met des étiquettes sur les expériences. La conscience, elle, elle ne met pas d'étiquettes.
elle savoure toutes les expériences, vraiment. J'ai voulu lancer ma chaîne avec ce thème du non-choix, car pour moi, le non-choix, c'est la base du design humain. Sans comprendre un minimum le non-choix, on peut on ne peut pas entrer correctement dans l'univers du design humain, selon moi, hein, parce qu'on va vouloir utiliser le design. Et c'est bien le non-choix qui explique que ce n'est pas possible en fait. On ne peut pas utiliser le design mentalement. On ne peut pas utiliser mentalement le design pour maigrir, par exemple, comme je l'ai vu récemment. Tu peux bien sûr, mais tu vas te faire du mal, car ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas t'ajouter des injonctions, alors que le DH, c'est justement le respect de qui tu es toi. Nous ne sommes pas les créateurs de la vie de nos matrices. Nous ne sommes que des spectateurs. Ça se fait ou ça se fait pas. No choice. Le non-choix nous apporte aussi l'humilité. Il faut une grande humilité pour accepter et intégrer le non-choix. S'il n'y a pas de blâme du coup par le non-choix, il n'y a pas non plus de fanfaronnade car il ne s'agit pas de nous. Le non-choix est directement lié à la désidentification qui pour moi est synonyme d'éveil dans notre dimension. Avec tout ça, on pourrait se poser donc la question de l'intérêt du design humain et surtout de l'intérêt du déconditionnement dans ce monde de non-choix. Donc déjà, on a compris que s'engager dans son déconditionnement ou ne pas s'engager dans son déconditionnement, ce n'est pas un choix, c'est ou c'est pas. OK. D'ailleurs, j'entends encore mon amie Jennifer commencer une phrase en me disant: «Quand tu as choisi de te déconditionner?» Et là, il y a eu comme un moment suspendu parce que j'ai vu clairement que je n'ai rien choisi du tout. Ça s'est imposé à moi. À aucun moment, je me suis dit: «Allez, je vais me déconditionner» et c'est pareil pour Jennifer, en fait. On a suivi le chemin que la vie nous présentait tout simplement. Et ces prises de conscience-là, elles sont vraiment puissantes parce que c'est grâce à ces moments-là qu'on finit par comprendre qu'on n'est jamais en charge, ni dans ces moments-là, ni dans les autres. Donc, si le déconditionnement fait partie de ton programme, tu y es sans doute déjà engagé. Et pour moi, l'intérêt du déconditionnement, c'est de déployer ses potentiels et d'exprimer son unicité. C'est ça le trésor. Offrir au monde le vrai goût de notre matrice. Et le design nous offre pour cela une sorte de plan d'action, comme je l'ai dit précédemment. Il y a quand même pas plus simple, hein. La première chose, c'est donc de suivre sa stratégie et son autorité, d'honorer son autorité intérieure. Il suffit pas juste de le dire, hein, il faut le faire et le faire suffisamment longtemps pour, dépasser le point de non-retour, pour que ça soit vraiment notre façon de vivre. Ensuite vient le PHS, détermination et environnement. Détermination surtout, les variables de gauche côté design. Pour moi, ça vient vraiment après, car c'est la stratégie et l'autorité qui vont nous permettre de déployer ces 2 éléments à notre rythme, sans précipitation, sans violence. C'est notre stratégie et notre autorité qui connaissent le bon tempo pour nous. Pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. Je sais, c'est super, c'est passionnant, mais ça viendra vraiment au bon moment, au fil de notre déconditionnement. Un peu avant, un peu après, ça dépend des personnes. En tout cas, c'est vraiment mon avis et mon expérience parce que ça peut être une injonction et ça peut être super violent. Et même pour les enfants, il faut penser que le conditionnement alimentaire notamment, comme la façon dont je le vois, ça nous anesthésie aussi et que quand on n'a pas la possibilité d'exprimer pleinement notre matrice, ça peut être très violent. Donc on a peut-être besoin d'être un petit peu anesthésié. Un enfant qui pourrait pas s'exprimer pleinement et parce que le fait même qu'il y ait l'école, qui est quand même super contraignant, fait qu'il pourra pas suivre sa stratégie et son autorité. Donc s'il veut un peu s'anesthésier, bon, moi, vraiment il faut y aller mollo aussi avec les enfants, hein, vraiment, je le pense. Donc après ça, vient, Rave Psychologie, c'est les variables de droite côté personnalité. Ce sont ces variables-là qui vont nous permettre de voir émerger le passager et avec lui l'unicité de notre matrice. Car il faut bien comprendre que tant que nous ne sommes pas un tant soit peu déconditionnés et sans doute, totalement déconditionnés, ce qui n'est peut-être pas possible, hein, mais bon, soyons sympas avec nous-mêmes. Donc tant que nous ne sommes pas un un minimum déconditionnés, nous ne faisons que rabâcher notre conditionnement,
qui vient de nos parents, de la société, de notre culture, de tout plein de choses, hein. Ce que nous exprimons, c'est l'homogénéisation. Je sais pas si je l'ai bien dit. Il y a rien d'intéressant dans l'homogénéisation. Tout le monde rabâche la même chose. Une personne déconditionnée, elle va pouvoir exprimer son unicité. C'est ça qui va être intéressant. Intéressant pour elle, intéressant pour les autres. Tant qu'on rabâche le conditionnement, l'homogénéisation, il n'a rien d'intéressant à écouter. Ça, c'est ma porte 22 qui le dit. Là, vraiment, il n'y a rien d'intéressant à écouter. Tout le monde rabâche la même chose. L'unicité, elle demande un peu de courage, de la persévérance et beaucoup, beaucoup de patience pour se déployer. Voilà, la vraie libération pour moi, elle est là. Elle est dans le non-choix. La libération, elle vient du fait de comprendre que nous ne sommes pas en charge, que nous ne sommes que des spectateurs privilégiés du spectacle offert par la matrice à laquelle nous sommes rattachés. Alors si le déconditionnement fait partie de ta fractale, génial. Tu vas vivre, ou tu vis déjà, l'aventure la plus extraordinaire qu'il est possible de vivre sur cette planète. Et je suis ravie que tu sois sur ma fractale. Et je fais le souhait que cette chaîne nous rassemble de plus en plus nombreuses et nombreux, car on a besoin vraiment de se soutenir, d'échanger, de partager nos expériences dans cette aventure, sur la base du non-choix, of course.